On va... On va conclure un peu cette journée sur l'IA en médecine, quelle place pour l'humain. Et nous avons la chance d'accueillir le professeur Pierre Lecoz. Donc Pierre Lecoz, pour ceux qui ne le connaissent pas, est professeur de philosophie à la faculté des sciences médicales de Marseille, dont il est chargé de mission en sciences humaines et sociales auprès du doyen. Il est responsable du parcours éthique. Il dirige l'équipe de recherche Corps, Normes et Santé au sein de l'UMR, Anthropologie, Droit, Éthique et Santé. Donc sur le plan institutionnel, il était vice-président du Comité national d'éthique, présidé le comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Il a fait partie du groupe d'expertise du Conseil d'État pour révision de la loi bioéthique, membre du comité d'éthique de déontologie de l'établissement français du sein. En 2020, depuis 2020, membre de l'Académie de médecine et dirige depuis 2023 l'espace éthique régional de la région Sud. Merci. Merci, monsieur. Merci Jacques Camerlot de cette aimable invitation. Je profite de la circonstance pour saluer le professeur Roger Fabre. J'ai plaisir à revoir et il me rappelle quelques années de jeunesse où il m'avait ouvert grand les portes de son service de cancérologie pour que je puisse voir comment se passe exactement un staff, comment s'opère une délibération médicale. Et donc, je profite de la circonstance pour lui confier ma dette et ma reconnaissance pour sa gentillesse et son hospitalité. Alors, quand vous m'avez posé cette question, j'ai senti pointer une inquiétude. Est-ce que l'humain ne serait pas en train de disparaître à mesure que l'on se rapprocherait d'une médecine sans médecin, finalement? Alors, j'ai essayé de traiter rapidement cette question en repartant depuis le début, c'est-à-dire la naissance de la médecine et pourquoi aujourd'hui Hippocrate reste la figure emblématique de la médecine. Et je crois que ce n'est certainement pas pour ces remèdes que Hippocrate est resté l'incarnation de la figure de la médecine, parce qu'aujourd'hui, si l'on prescrivait les mêmes remèdes que Hippocrate aux patients, eh bien, on s'attirerait les foudres du Conseil de l'Ordre, des usagers du système de santé, et qui se plaindrait notamment d'une des fameuses potions d'Hippocrate qui était la fameuse saignée. Donc ce n'est pas pour ces remèdes que Hippocrate est resté célèbre. C'est d'une part, on le sait, pour son fameux serment, le serment d'Hippocrate, mais aussi pour sa méthodologie. Et aujourd'hui encore, Hippocrate est célèbre dans le monde entier, plus célèbre que le pape. Pourquoi? Parce qu'il a structuré la temporalité par cette méthode en 3 temps, diagnostic, pronostic, thérapeutique. C'est la trinité médicale qui organise le temps. Et je me suis demandé justement si avec l'intelligence artificielle, ce n'est pas cette temporalité qui pouvait peut-être être menacée, en ce sens que l'intelligence artificielle, son domaine, c'est l'instantanéité. Évidemment, elle vous fournit un diagnostic, mais on le voit rapidement. Dans quelques années, elle pourra vous fournir à la fois le diagnostic, dans la foulée le pronostic et la thérapeutique. Mais est-ce que nous avons le temps de bien métaboliser cette angoisse que soulève la découverte d'un cancer si ces 3 dimensions se trouvent rassemblées en une seule instantanéité? D'ailleurs, le philosophe Aristote disait que la prudence se caractérise par la lenteur. La lenteur en éthique est une vertu. Et Descartes ajoutait plus tard que la précipitation est la cause principale de nos erreurs. Est-ce que justement, dans cette euphorie algorithmique,
nous n'allons pas être fascinés par la vitesse et est-ce que cette logique d'accélération du numérique ne risque pas de télescoper un moment où l'on se pose calmement, sereinement, pour rencontrer le visage du patient. Mais cette trinité, nous la retrouvons également à l'intérieur même de la démarche de diagnostic. Qu'est-ce que c'est que la démarche du diagnostic? C'est l'interrogatoire, un mot connotation un peu policière, mais justement qui nous ramène au sujet de ce jour, la place de l'humain. Qu'est-ce que le médecin va apporter à l'interrogatoire pour que ce ne soit pas une démarche inquisitrice policière? Les outils technologiques sont parfois un petit peu froids. Par exemple, si moi j'ai une petite tache brune sur la peau, je vais taper dans Google « tache brune sur la peau ». Vous savez ce que je vais apprendre en une demi-seconde? Que j'ai peut-être un mélanome. Et j'apprends rapidement que c'est un cancer qui est grave. Tout cela a duré une demi-seconde. Et je suis seul face à cette implacable froideur, ce réalisme de la machine qui, peut-être ici, nous rappelle que l'importance de la médecine, c'est de ne pas oublier cette interaction caractéristique de l'interrogatoire, poser des questions au patient et savoir qu'est-ce qu'il a envie de savoir. Est-ce qu'il a tout de suite envie de savoir qu'il a un mélanome ou pas? L'observation, parce qu'avec la médecine, nous avons une rencontre avec un visage qui n'est pas simplement une face, parce que l'intelligence artificielle, elle sait faire de la reconnaissance faciale, elle ne sait pas rencontrer un visage. Elle voit des signes, elle peut détecter sur la peau des indices d'une pathologie, une pâleur, un teint jaunâtre, blafard, des cernes, mais elle ne rencontre pas un visage. C'est ce que disait le philosophe Lévinas: quand je vois un menton, quand je vois un nez, j'objective autrui. Et la meilleure façon de ne pas rencontrer autrui, c'est de l'objectiver, c'est-à-dire que quand quelqu'un nous demande, alors tu l'as rencontré, et vous demande quelle était la couleur de ses yeux, vous ne savez même pas quelle était la couleur de ses yeux, et là, on vous dira, eh bien, si tu ne sais pas quelle était la couleur de ses yeux, c'est que tu l'as vraiment rencontré. L'objectivation, c'est le propre de la technique, et l'humain, lui, ne fait pas qu'observer cliniquement, mais il rencontre aussi un visage d'où émane une puissance qui est plus puissante. La puissance du visage est plus puissante que tous les outils de l'intelligence artificielle. L'observation est la dernière étape. Je suis toujours dans ma trinité, presque au pupitre de l'Église, interrogatoire, observation, examen clinique. Je vais aller regarder ce qui se passe dans l'examen clinique. Et je retrouve ce rythme à 3 temps. En effet, l'examen clinique, c'est la palpation, c'est l'auscultation et c'est la percussion. Et là encore, il y a quelque chose qu'on pourrait perdre en cours de route si nous remplaçons l'humain par l'intelligence artificielle, c'est le contact épidermique. Le poète Paul Valéry disait « Le plus profond chez l'humain, c'est la peau ». Le plus profond, c'est la peau, c'est-à-dire que la peau n'est pas si superficielle qu'on le croit et le médecin n'est pas un technicien de surface.
Parce que le technicien de surface, lui, veut nettoyer la peau, alors que le médecin, lui, il va scruter la peau, il va la palper, il va la toucher. Et quand il touche la peau, il ne fait pas que déposer des doigts sur un épiderme. Il touche aussi au sens où il atteint la chair. Le mot chair désigne le corps vu de l'intérieur. Parce qu'il y a le corps-objet. Ça, le corps-objet, les images de l'iconographie technologique nous le montrent sous toutes ses coutures. Mais le corps intérieur, la machine ne peut pas le voir. Et c'est seulement le clinicien qui va rencontrer la chair, ce corps vu du dedans, ce corps tourmenté, ce corps dont on parle quand on dit « j'ai l'estomac retourné, j'ai la gorge nouée ». Alors évidemment, ce n'est pas la peine que l'on braque un projecteur pour savoir si on a vraiment l'estomac retourné ou la gorge nouée. Non, on parle d'une autre scène, du corps vu du dedans, le corps qui frissonne, qui sent, et sur la peau duquel le médecin pose ses doigts sans se rendre compte qu'il touche en un sens humain, justement. Donc la peau, c'est la surface. La surface n'est pas superficielle, elle est la voie d'accès vers la profondeur. J'ai fait un petit sondage tout à l'heure pour savoir qui d'entre nous avait encore l'occasion d'aller chez le médecin pour se voir tapoter avec un petit marteau au niveau du genou. Je voudrais savoir, dans la salle, qui a déjà vécu ça ? Ah, quand même. Ouais. Nous parlons là de quelque chose qui est la butée identitaire, la symbolique de la médecine. Parce que la médecine, c'est aussi une représentation sociale. Le médecin, dans la société, il est le cœur de la cité, il la réchauffe. Si on va mal, si on boit, on fume, on fait ce qu'il ne faut pas faire, on peut en parler au médecin. Il sera là pour nous écouter sans jugement de valeur, ce qui nous changera de la famille. Examen clinique, vous l'avez vu, rythmé en 3 temps. Tout est rythmé en 3 temps dans la médecine. Diagnostic, pronostic, thérapeutique. Et on le voit ici, palpation, auscultation, percussion. Mais est-ce que l'iconographie ne va pas remplacer la chorégraphie ? On pourrait répondre à cette question de façon optimiste en disant que la technologie, finalement, elle ne fait que prolonger la clinique, elle l'affine. Et on peut le voir avec cet exemple très simple d'un stéthoscope électronique qui va produire de l'information plus fine que le simple examen clinique. Et dans ce sens, la technique ne fait que prolonger la clinique. Mais parfois, c'est vrai, la technologie pourrait cesser de prolonger, de compléter l'humain, et le risque serait peut-être de se substituer à lui. Par exemple, lorsque nous serons en toute fin de vie, on pourra mettre plein de petits robots autour de nous qui clignotent, qui émettent des sonorités répétitives. Les systèmes les plus perfectionnés, on parlait d'innovation thérapeutique, on peut m'entourer de toutes sortes d'appareils innovants, mais ce n'est pas de ça que j'aurais besoin, c'est d'humain. Et donc finalement, dans cette image, prise dans un hôpital beaucoup plus rustique, beaucoup plus classique, mais où il y a des visages et des artistes qui vont peut-être, pour moi, composer un morceau qui me rappellera quelques souvenirs d'enfance. La technique n'est donc pas nécessairement un progrès éthique. Je voudrais aussi maintenant dédramatiser l'opposition de l'intelligence humaine et de l'intelligence artificielle
en rappelant ce que Descartes, déjà le grand mathématicien et philosophe, avait aperçu, c'est que l'intelligence humaine est une intelligence dans un corps. Et c'est paradoxalement le corps qui fait la différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence humaine, elle est encastrée, elle est chevillée dans un corps. Ce n'est pas une intelligence purement logique, arithmétique et statistique. L'intelligence artificielle, c'est une des dimensions de l'intelligence, mais il y en a d'autres. Il y a l'intelligence contextuelle. Moi, parfois, dans mon laboratoire, dans mon unité de recherche, je reçois des chercheurs qui ont réalisé un brillant cursus, qui ont une intelligence théorique très développée, mais qui sont plus mal à l'aise avec autrui, qui n'ont pas l'intelligence contextuelle. Donc l'intelligence, c'est une réalité très complexe. C'est un couteau suisse, l'intelligence humaine. Et ça, c'est parce que l'intelligence humaine, c'est une intelligence incarnée. On pense avec des raisonnements logiques, mais aussi avec notre imagination, notre mémoire, nos craintes, nos émotions, nos passions, nos désirs. Tout cela est enchevêtré, et c'est ça l'intelligence humaine. Et il en résulte le bon sens dont Descartes disait que c'est la chose du monde la mieux partagée. On sait que l'intelligence artificielle peut faire des erreurs énormes, parce qu'elle n'a pas de bon sens. Et le bon sens, on ne sait pas ce que c'est. Descartes nous dit le bon sens, tout le monde a du bon sens. C'est une intelligence du contexte, mais est-ce que c'est une capacité d'adaptation ? C'est très insuffisant de dire ça, parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont capables de s'adapter à un milieu extérieur. C'est très restrictif de dire que c'est la capacité à s'adapter. Pendant la guerre, le résistant, ce n'est pas celui qui s'adapte. Il ne s'adapte pas au fait qu'il y a un occupant sur son territoire. Il réagit, il crée, il invente des solutions. Donc on ne sait pas ce que c'est que le bon sens, mais c'est cette espèce d'intelligence mystérieuse qui fait qu'on peut faire face à l'imprévu, à l'innovation, soit en créant, soit en s'adaptant. Et puis je voudrais aussi rappeler que nous avons, nous, humains, le privilège de la créativité, car c'est nous qui avons inventé l'intelligence artificielle. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui a inventé l'intelligence humaine. On a toujours une petite longueur d'avance. Puis l'intelligence artificielle, elle est à l'aise dans les solutions, mais nous, on est meilleurs dans les questions. Kant disait ceci, aucun Homère ne pourrait montrer comment ces idées, riches en poésie et en pensée, surgissent et s'assemblent dans son esprit, car lui-même n'en sait rien et ne peut donc pas l'enseigner aux autres. Homère emporte avec lui ses secrets dans sa tombe. L'humain peut avoir des projections, des visions, s'ouvrir au futur vers un horizon de possible, alors que l'intelligence artificielle est arc-boutée sur le passé. Il lui faut des données tirées de sa mémoire. Elle est donc enfermée dans le passé. Et puis surtout, et ce sera mon dernier point, l'intelligence artificielle ne peut pas résoudre de dilemme moral. D'ailleurs, le législateur l'en interdit. Depuis 1978, remarquable permanence de l'article de la CNIL, aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données. 1978, c'est pour dire la permanence de ce principe de droit fondamental. Vous n'avez pas le droit de prendre une décision purement automatisée. Et vous ne pourrez jamais dire c'est de la faute de la machine, parce qu'une machine n'a pas de conscience. Ne peut donc porter aucune responsabilité.
Et des dilemmes moraux, l'intelligence artificielle ne sait pas en résoudre et elle nous en fournit en revanche. Par exemple, on découvre un cancer des poumons, il est très avancé, l'indication d'une greffe doit être envisagée, mais nous n'avons pas assez de poumons. Comment allons-nous prioriser le choix ? Alors, l'intelligence artificielle pourrait prédire le retour sur investissement et me dire, voilà, monsieur X, madame Y, 73% de réussite et l'autre 72%, c'est dommage. L'intelligence artificielle a décidé que, monsieur, vous n'étiez pas éligible à cette greffe. Alors là, il y a un dilemme. Parce que l'intelligence artificielle peut toujours me dire, si tu veux optimiser les ressources rares, on n'a pas beaucoup de greffons, il faut en faire un bon usage, alors tu dois l'implanter sur celui qui a le plus de probabilité d'en faire un bon usage. Donc il est implacable, encore une fois, cruel, et le médecin n'a plus qu'à dire au patient, écoutez, je suis désolé, mais d'après l'intelligence artificielle, dans 5 ans, vous êtes mort. Et là, nous, humains, qui rencontrons un visage sur lequel nous lisons l'interdit de tuer, ne m'abandonne pas, ne me tue pas. Là, cette puissance dont je parlais tout à l'heure nous rappelle que quand même, la personne humaine a une dignité, une valeur absolue, et qu'on ne peut pas la rentrer comme ça dans une logique purement efficiente de retour sur investissement. Le principe de justice nous dit à chacun selon ses besoins. Et déjà Hippocrate le disait, je ne refuserai pas mes soins à l'indigent. Parce que si on suit l'intelligence artificielle, il ne faudrait soigner que les gens en bonne santé. On pourrait mettre dans la balance que Madame X mange 5 fruits et légumes par jour. Elle fait du sport. D'ailleurs, le podomètre est là pour le prouver. Elle fait plus de 10 000 pas par jour. Et finalement, on se rendrait compte que seuls seraient soignés ceux qui sont de bons patients. C'est ça la logique de la performance, de l'efficience à laquelle nous sommes entraînés insidieusement par l'intelligence artificielle. Et c'est la raison pour laquelle la place de l'humain reste entière pour rappeler que la justice, ce n'est pas que la répartition des ressources rares en fonction d'une priorisation rationnelle, mais c'est aussi répondre à l'appel d'un visage, une convocation, une mise en demeure d'un visage qui nous rappelle ce principe de justice qui nous oblige à une égale considération pour tous les patients. Je vous remercie de votre attention. Merci Pierre Lecoz. Il ne me reste qu'à vous remercier de cette intervention qui conclut un peu notre journée. Je voudrais savoir s'il y a des questions pour le professeur Lecoz. Oui, Pierre, naturellement, j'ai une question. Je suis là. Ce qui m'apparaît comme capital, c'est l'action. Qu'est-ce qu'on va faire de cette intelligence, qu'elle soit artificielle ou humaine? C'est à quel moment on va prendre une décision d'action. Et ceux qui ont travaillé avec moi savent que je suis très répétitif. Et je pense à la fois que c'est Kierkegaard qui a dit « Il n'y a rien de pire que l'ignorance agissante ». Et je crois qu'à travers tout ce que tu as dit, il ne faut jamais oublier cette phrase. Et cette phrase revient à une qualité qu'on oublie souvent, c'est la prudence. Et peut-être que l'IA devrait nous aider
à éviter ces moments où on prendra une décision d'ignorant. Et c'est peut-être la combinaison des deux intelligences, avec une prédominance pour l'intelligence humaine, et c'est cette association qui fait qu'on aura de moins en moins l'ignorance qui agit. Voilà ce que j'avais à te dire et à te féliciter pour cette présentation qui m'a rajeuni. Et là, je t'en remercie. Merci. Il y a un polémiste qui, à propos de l'intelligence artificielle, disait qu'elle nous engage dans le devenir légume de l'humanité. Effectivement, ce risque étant que l'humain, parce que la paresse, c'est aussi un élément naturel. Rousseau l'a dit dans des pages restées célèbres, la paresse, c'est-à-dire la recherche du coût cognitif le plus faible. Et réfléchir, c'est coûteux, c'est douloureux, c'est un travail. Le travail, en latin, c'est instrument de torture, c'est tripalium. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle, elle nous dit, finalement, ce sera plus facile si tu passes par moi, ton coût cognitif sera moins lourd. On parle beaucoup de charge mentale, et la tentation de l'intelligence artificielle, c'est d'affaiblir cette charge mentale. Mais nous avons conscience de ce risque, et c'est pour ça que je ne suis pas pessimiste, et je pense que l'être humain trouvera en lui les ressources nécessaires pour conjurer cette dérive vers son devenir légume. Autre question? Bien. Merci encore. Bien, merci beaucoup. Merci.